Quelque chose qui tourne pas rond, dit Jacques Pils, chante Jacques Pils. Qu'est-ce qui m'arrive là? Mais oui, qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui nous arrive là quand de très grosses entreprises alimentaires comme William Saurin ou Garbit sont obligées d'arrêter pratiquement, non pas la quasi-totalité, mais effectivement presque de leur production? Qu'est-ce qui se passe? On a parlé il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, d'Alstom, on a parlé de désindustrialisation, on a parlé vraiment de toutes ces boîtes qui se demandent, avec l'électricité, les prix d'électricité qui explosent, avec tout le reste, l'énergie, etc. Et on a l'impression que voilà, en silence, à bas bruit, eh bien, des entreprises s'arrêtent, développent ou sous-développent, c'est le cas de le dire. Nous sommes avec Nicolas Meillan, membre des Éconoclastes, conférencier, ingénieur sur les sujets de transport et d'énergie. Bonjour Nicolas Meillan. Bonjour André. Alors Nicolas Meillan, on va en parler. Vous avez envoyé un tweet pour dire, et j'étais ravi de vous avoir à l'antenne, et je suis ravi. Vous avez envoyé un tweet, vous dites: j'aime trop mes enfants et mon pays pour le regarder sombrer sans rien faire. Alors on en est au Titanic sans orchestre, Nicolas Meillan? Bah oui, malheureusement, je crois que l'Europe, on a quand même un capitaine avec Ursula von der Leyen, et ça ressemble quand même de plus en plus à un Titanic. C'est très très inquiétant. Et l'histoire de William Saurin vous le montre. Alors c'est vrai que je suis ingénieur, mais j'ai envie de faire un petit peu d'économie aujourd'hui avec nos auditeurs pour qu'ils comprennent le problème. Oui. Parce que souvent, nous, quand on a l'inflation qui fait 5%, 6%, 10%, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces entreprises? C'est pas 5%, 6%, 10% l'augmentation des coûts. Pour William Saurin, c'est 1000%. C'est pas 10%, c'est pas 100%, vous c'est dites. Ouais. 1000%. Ouais. Donc, quand on regarde cette entreprise-là, qui faisait 330 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, elle payait sa facture énergétique 4 millions cette année. L'an prochain, elle va être multipliée par 10. Elle va être à 40 millions, donc ça va représenter 12% de son chiffre d'affaires. Ce genre d'entreprise qui va faire une marge entre 5 et 10%, elle arrête de produire. Elle ne peut plus produire, et sinon elle met la clé sous la porte. Donc c'est ce qui se passe. Mais malheureusement, c'est ce qui va se passer pour un très grand nombre d'entreprises. Et moi, là où je suis très inquiet, c'est que depuis 2 semaines, même voire un peu plus, on parle que des fameuses coupures de courant, du délestage. Oui. Et finalement, ces délestages, on va peut-être malheureusement les éviter grâce aux entreprises qui mettent la clé sous la porte. C'est très difficile à dire, mais c'est concrètement la réalité, puisque c'est elles qui baissent leur consommation. Mais on a un véritable désastre avec des prix de l'électricité qui ont été multipliés par 10, avec des prix du gaz qui ont été multipliés par 10. Et nos hommes politiques sont aux abonnés absents pour résoudre cette situation. Ils nous expliquent depuis le début du mois de septembre qu'ils vont tout faire de leur côté pour faire baisser les prix de l'électricité et du gaz. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Strictement rien. Mais comment alors? Donc c'est un désastre. Alors Nicolas, c'est très important. Comment on passe? Parce que là, il faudrait vraiment que tout le monde comprenne. Moi, comment on peut passer en un an, enfin d'une année à l'autre, de 4 millions à 40 millions de coûts d'électricité? Comme vous dites, 10 fois plus. C'est quand même, c'est énorme. C'est quoi? C'est très simple. Quand le prix du gaz est multiplié par 10 et que le prix de l'électricité qui est indexé sur le prix du gaz est multiplié par 10 et que votre facture énergétique, c'est l'électricité et du gaz, eh bien, c'est multiplié par 10. Alors, est-ce qu'on pouvait désindexer l'électricité? Parce que certains l'ont fait du prix du gaz. Certains l'ont recommandé, rien n'a été fait, en tout cas en France. Est-ce qu'on pouvait le faire? On peut toujours faire les choses, il suffit de le vouloir, vous le savez. C'est ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal, qui depuis le mois de mai ont désindexé leur prix d'électricité de celui du gaz. Ils sont sortis du marché européen et aujourd'hui, ils payent l'électricité 3 à 4 fois moins cher que nous. Et c'est souvent nos concurrents en Europe. Donc, c'est très compliqué. Mais sauf que nous, en Europe, malheureusement, en ce moment, on n'est pas en position de force parce que comme on a presque une vingtaine de réacteurs arrêtés depuis le mois de juin, on dépend beaucoup des autres pour les importations. Donc, quand on dépend des autres, on peut pas leur imposer ce qu'on veut. Et donc, on est obligé de suivre et de se coucher devant les volontés de l'Allemagne.
Oui, Et donc c'est pour l'Allemagne qui l'instant, mène le jeu. C'est l'Allemagne qui mène le jeu comme c'est depuis l'Allemagne assez qui longtemps décide. déjà. Ouais. C'est l'Allemagne la fourmi, c'est la France la cigale, et la cigale, pour l'instant, n'a pas son mot à dire. Ouais, oui. Mais alors, dites-moi, l'Espagne et le Portugal, qui ne sont pas spécialement des fourmis, enfin, pourquoi elles, eux ont pu désindexer et pas nous? Bah, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un peu une île électrique, d'accord? Puisqu'ils sont assez isolés, Ouais. la péninsule ibérique du reste de l'Europe, et donc ils ont des interconnexions avec la France, mais les échanges sont limités par rapport à leur consommation. Et la deuxième raison, c'est qu'ils sont autosuffisants. Ils sont autosuffisants et donc ils n'ont pas besoin des autres. Ils Ouais. consomment pas mal, ils ont pas mal d'énergie renouvelable, de solaire et d'éolien. Ils ont du gaz naturel qui arrive comme nous des États-Unis, hein, du gaz de schiste, et donc ils n'ont pas besoin des autres. Et donc ils ont fait valoir cette exception auprès de la Commission européenne, et la Commission européenne a À accepté accepter. leur Ouais. demande. Je crois Ouais. que c'est au mois de juin où ils ont pu, et c'est très significatif. Alors, bien évidemment, le prix du gaz, il reste le même prix que pour nous, hein, donc il reste à multiplier par 10. Mais au moins sur l'électricité, C'est ils la ça. payent 3 à 4 fois moins cher que nous. C'est ça. Et ils n'ont pas été sanctionnés par l'Europe pour ça. Mais revenons à l'essentiel et au fond. Vous avez vu, comme moi, comme tous ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, on a réexhumé un Arte, un document de la chaîne Arte de 2003, où Dominique Voynet racontait comment elle était allée dans un conseil de l'Europe. Je dis ça parce que ça ne date pas d'hier, et qui était mis, Dominique Voynet, ministre de l'écologie de Jospin, donc qui est allé en l'an 2000, et pour dire, attendez, il n'est pas question que le nucléaire soit une énergie renouvelable, alors que Jospin lui avait recommandé ça, et elle et son collègue anglais avaient effectivement saboté en tout cas cette chose-là. Est-ce qu'au fond, cette fameuse désindustrialisation, 20 ans, 30 ans, Nicolas Bihan, comment on peut faire le bilan de cette espèce de 30 ans d'abandon, de vente à la découpe? 40 ans, oui. Non, 40 ans. alors écoutez, la France avait un avantage, hérité de nos parents, nos grands-parents, du plan Mesmer, De Gaulle, Pompidou, Giscard. Elle avait accès à une électricité sûre, pas chère et bon marché. Ouais. Sûre, pas chère et décarbonée. Et décarboné, oui. Décarboné. Donc ouais. ça, c'est un parc qu'on a construit en 20 ans, en 25 ans, qui fait qu'au début des années 2000, on avait cet atout, cet avantage. Alors, ça nous a pas empêché, bien évidemment, malheureusement, de délocaliser. Hein. Moi, qui regarde de près le secteur automobile, juste pour info, entre 2010 et 2020, on a fermé 12 usines d'assemblage de voitures en Europe de l'Ouest, on en a ouvert 12 en Europe de l'Est. Donc, pour un pays comme la France, de toute façon, et l'euro et l'élargissement de l'Europe aux nouveaux États membres explique une très grande partie de toute la désindustrialisation qui a eu lieu de la décennie 2000, qui explique d'ailleurs notre très belle performance sur les émissions de CO2, puisque le secteur qui a le plus baissé ses émissions de CO2, c'est l'industrie, avec une baisse quand même de 40% depuis 95. Mais on avait quand même des espoirs de réindustrialisation. On voyait des entreprises revenir en France. Moi, personnellement, je suis un entrepreneur du Made in France. Ma femme a créé une entreprise de culottes menstruelles qui fabrique ça dans les anciens ateliers de Chantel et de Le Jaby. Donc, on avait un petit peu d'espoir. Mais quand vous perdez votre principal atout, sur l'énergie, le nucléaire, c'est pas cher, et qu'en plus vous avez des pays comme le Portugal à proximité où la main-d'œuvre coûte 3 fois moins cher, mais malheureusement toutes vos velléités de réindustrialisation, c'est terminé. Ouais. Alors, c'est terminé, mais alors pourquoi on entend toujours ce chant magique? Oui, ça y est, on va relocaliser, réindustrialiser, etc. Donc, vous voulez dire c'est de la communication et rien d'autre? Non, mais c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas encore compris. Je vais vous donner juste un exemple typique. Vous savez, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, ils étaient très contents. Vous savez, le fameux Airbus de la batterie. Vous allez faire un Airbus de la batterie, ça allait faire fantastique, un superbe projet européen. Aujourd'hui, en fait, vous avez Tesla qui devait mettre une usine à Berlin de batterie avec le coût de l'énergie et aussi les aides à l'achat. Vous savez, le fameux Inflation Reduction Act de Joe Biden qui va avantager les véhicules, ce qui est produit aux États-Unis.
Tesla va pas mettre son usine à Berlin, il va la mettre aux États-Unis. Parce que les Américains donnent 3 à 4 fois plus de subventions que nous aussi pour fabriquer l'usine. Northvolt, un autre géant de la batterie qui va faire la même chose. Il devait mettre une usine en Allemagne, il va la mettre aux États-Unis. Et aujourd'hui, avec les coûts de l'énergie tels qu'ils sont, il n'est plus rentable pour un fabricant de batteries de rester en Europe. Donc c'est l'industrie du futur, la voiture électrique. C'est terminé aussi. C'est terminé. C'est juste que nos hommes politiques, ça prend un tout petit peu plus de temps à monter au cerveau, mais quand l'information va arriver, on peut espérer qu'ils ajustent la barre. C'est ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe du côté de l'Allemagne. Moi, j'ai l'impression que Olaf Scholz est en train, tout doucement, tout timidement, d'ajuster un peu la barre. Mais l'Allemagne, qui dépend à 65% du gaz russe, qui dépendait du gaz bon marché, pour elle, c'est dramatique. Elle a encore 2 fois plus d'industrie que nous. J'espérais que les industriels allemands se réveillent un peu plus vite. Il n'est jamais trop tard. Pour l'instant, ça va. Mais Nicolas Meillan, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose? Moi, j'ai été assez frappé par la visite d'Emmanuel Macron à Washington, là, chez Joe Biden. Au fond, on a l'impression que l'Amérique dit aux industriels français, à ceux qui restent, il y en a encore, heureusement, on n'est pas dépourvus, on est la 6e ou 7e économie du monde. On dit, mais venez chez nous, vous allez avoir beaucoup d'avantages, etc. On a l'impression qu'il y a une espèce d'appel, je dirais, assez, je dirais pas racoleur, mais assez évocateurs des Américains en disant écoutez, alors d'un côté ils disent l'Europe formidable, aidez-nous pour l'Ukraine, pour etc. Et d'un autre côté, venez chez nous, l'herbe est beaucoup plus verte. C'est ce qu'ils font en ce moment en Allemagne, qui vont voir tous les sites d'entreprises chimiques, parce que les entreprises chimiques souffrent beaucoup, elles consomment beaucoup de gaz comme matière première, et donc ils sont en véritable roadshow en ce moment pour que les gens ferment les usines en Allemagne et les rouvrent aux États-Unis. Et on l'avait déjà fait il y a 10 ans, si vous voulez, au début de l'année 2010, avec le gaz de Rochemer, le gaz de schiste. Le coût du gaz était 3 fois moins cher aux États-Unis. On avait déjà eu une première vague de délocalisation. Mais là, on n'est pas à 3 fois moins cher, on est à 7 fois moins cher. Donc, ça va être terrible. Ce qui est incroyable avec Joe Biden, c'est que, si vous voulez, il a quand même mis en place ce dont rêvait Donald Trump. Réussir à mettre en place une aide à l'achat qui est destiné que aux fabricants américains qui fabriquent aux États-Unis. Trump en avait toujours rêvé, Biden l'a fait. Biden l'a fait, c'est amusant d'ailleurs. Oui, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'il fait la même politique de Trump, mais avec le sourire et avec une petite tape dans le dos pour que ça passe plus facilement. Et alors nous, effectivement, la tape dans le dos, on peut le ressentir quelquefois peut-être comme une sacrée bourrée, parce que, au fond, est-ce qu'il y a les moyens? Alors Nicolas Meillan, on ne va pas résoudre ce problème, mais vous avez raison, on va en tout cas le poser. Est-ce qu'il y a, quelle politique devrait être suivie? Enfin, pas la France, parce qu'il reste d'Europe, voyons, parce qu'on ne voit pas très très bien l'Europe à part jouer les dindons de la farce dans les guerres qui se passent. Mais comment pourrait-on arrêter cela, ou au moins, je ne dis pas renverser la vapeur, mais au moins arrêter cet exode et cette espèce de... Tout le monde connaît la solution, elle est très simple. Il y en a 2. La première chose, c'est que comment ça se fait qu'en France, on ait l'électricité la moins chère au monde, 30 € du mégawattheure, et qu'on la paye la plus chère au monde. Donc déjà, on la paye 600 €, on a un problème. Donc peut-être qu'on revient un petit peu en arrière sur cette libéralisation du marché de l'électricité, dont le seul but est finalement de démanteler EDF. C'est ce qu'ont toujours voulu les Allemands. EDF était beaucoup trop puissante. Et c'était un avantage compétitif de la France. Donc ça fait 15 ans qu'on démantèle EDF. On arrête et on fait marche arrière, premièrement. Deuxièmement, comme l'a dit Olaf Scholz, il serait bien qu'on évite de retomber dans une guerre froide. Olaf Scholz a exprimé qu'il voulait revenir au rapport avec la Russie pré-invasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'aimerais bien avoir accès à ton gaz pas cher. Bon, le problème, c'est quand même, on avait Nord Stream 1, Nord Stream 2. Sur les 4 tuyaux, il n'y en a plus qu'un, je crois, qui fonctionne, si je dis pas de bêtises. Donc, de toute façon, ça va être compliqué de revenir à l'état d'avant. Mais malheureusement, et ça, c'est ce que n'avait pas prévu, pas anticipé notre gouvernement, ni Madame von der Leyen, il n'existe pas d'alternative bon marché au gaz russe. Elle n'existe pas. Point.
Ouais. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est cette vision. Enfin, normalement, nous élisons des gens ou cette élite qui devrait avoir cette vision, qui devrait avoir le sens du collectif et un peu de prévision. On a l'impression que ça s'arrête à la prochaine élection, quoi. C'est quand même assez étonnant. Il y a un véritable problème qui a été soulevé par Yves Bréchet dans une audition récente à l'Assemblée nationale sur une commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France. Qui est qu'en fait, sous les ministres, vous avez les cabinets, vous avez une sous-couche. Et en fait, ces gens-là, qui ont généralement entre 25 et 35 ans, qui ont fait des études très brillantes, mais qui n'ont jamais aucune expérience dans le du privé, réel, voilà, se retrouvent à conseiller les ministres sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, le conseiller d'Emmanuel Macron sur l'industrie, ça fait 6 ans qu'il travaille dans la vie active et il n'a jamais travaillé dans l'industrie lui-même. Donc c'est quand même assez surprenant. Donc ces gens-là, ils reçoivent les rapports qu'on leur envoie à l'administration, c'est des rapports intéressants, mais ils ne transmettent pas l'information, soit parce qu'ils ne la lisent pas, soit parce qu'ils ne la comprennent pas. Et donc on a un véritable problème où finalement la France de Général de Gaulle était quand même générée par des ingénieurs qui ont reconstruit la France, qui ont fait des plans industriels, l'ardente etc. obligation du plan, il y avait ça. Voilà. Et aujourd'hui, on est géré par, je sais pas, des gens qui ne comprennent pas la science, qui ne comprennent pas peut-être les mathématiques, qui... Juste un exemple, on a un problème en ce moment d'électricité. On a un problème notamment le matin à 8h du matin et le soir à 19h. À ce moment-là, quand il fait très froid, il n'y a pas de vent, pas de soleil. Quelle est la solution du gouvernement pour résoudre le problème? On va développer beaucoup d'éoliens et beaucoup de panneaux solaires. Il y a un moment donné, c'est juste le bon sens. Mon fils de 8 ans, il comprend le problème, sans problème. Oui, c'est quand même assez hallucinant. Et franchement, on se dit que quelque part, ça s'appelle le bon sens. Peut-être qu'un jour, on pourrait leur expliquer ce que c'est que le bon sens. Merci Nicolas Meillan. Merci de vos éclaircissements. Sud Radio.